Monsieur Petit. D'abord, nous vous remercions effectivement de nous accueillir chez vous. Nous voulions avoir une discussion avec vous sur plusieurs sujets qui sont interreliés en réalité, qui concernent la science, qui concernent la relation du scientifique à la société et qui concernent aussi quelque part l'activité politique très immédiate. Puisqu'il y a quelques jours, donc, on a appris que la Russie a utilisé un missile hypersonique Oreshnik donc dans le cadre de l'opération en Ukraine, ce qui effectivement nous rappelle que quand en 2018 Vladimir Poutine avait annoncé que la Russie maîtrisait des armes avec des principes physiques nouveaux, vous étiez intervenu sur des vidéos pour donner votre avis concernant, disons, à la fois la technologie qui serait utilisée là-dessus, la MHD, et à la fois, disons, juger de la situation du développement de la science en Russie et en France, en fait. Bon, tout le monde n'a peut-être pas vu cette vidéo. Est-ce que vous pourriez, disons, repréciser votre point de vue là-dessus, en fait? Justement, ce mot hypersonique, ça commence à rentrer dans le grand public. Les gens ont entendu parler de ça. Alors, on avait le subsonique, on avait le supersonique et l'hypersonique. Alors, quelle est la différence? Alors déjà, rappelez-vous que dans l'après-guerre, il y avait le mur du son. Il y a même un film qui a été fait là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y avait une sorte de tension. Est-ce que les avions pourront passer le mur du son? Maintenant, c'est devenu quelque chose de banal. On a compris comment ça fonctionnait, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersonique? C'est parce que lorsqu'on a franchi le mur du son, qu'on est à une fois la vitesse du son, 2 fois, 3 fois, quand on arrive à Mach 3, eh bien, le frottement de l'air et sa recompression augmentent sa température. Alors, par exemple, quand on prend un avion qui volait à Mach 2, qui était le Concorde, eh bien, le Concorde, ses températures avoisinaient les 200 degrés. Alors c'était à point que lorsque le Concorde se posait de jour et de nuit, eh bien une fois qu'il était au sol, on ne pouvait pas le toucher parce que ça brûlait. Et même lorsqu'on l'amenait dans le hangar, il n'y avait pas de condensation de vapeur d'eau parce que ça serait immédiatement vaporisé. Donc voilà un avion qui volait avec une température de 200 degrés. Et même, vous savez que pendant le vol, l'avion se dilatait. Le fuselage se dilatait, je ne sais pas, quelque chose comme 10 cm, quelque chose comme ça. Alors ce qui fait que dans la partie du cockpit, il y avait les instruments et il était prévu une distance de dilatation de ce côté-là. Bon. Alors, ça ne semblait pas beaucoup prêter à conséquence. Le problème, c'est que ces 200 degrés, c'était le maximum de température que pouvaient tenir les alliages légers à base d'aluminium. Et après, quand on arrive à Mach 3 et plus, on ne peut plus utiliser ces alliages-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des températures qui vont à ce moment-là atteindre 300-350 degrés. Alors vous connaissez tous le SR-71, l'avion américain qui volait à Mach 3,5, l'espèce de flèche noire. Eh bien cet avion-là, la paroi était portée à très haute température et on raconte pour la petite histoire que dans des vols de longue durée, quand les pilote avait à se faire un croque-monsieur, il leur suffisait de le mettre contre la vitre pour le chauffer. Parce que dans cet avion-là, on ne touche pas les vitres, c'est extraordinaire. Et l'ensemble de l'avion a été porté à cette température, ce qui fait que pour que le pilote puisse avoir une vie normale, on utilisait le kérosène qui restait lui, à la température normale, qui circulait à la combinaison pour le refroidir. Quoi, donc dans le Concorde, on n'avait pas besoin de ça, parce que mais voilà. Donc, limite, quoi. Voilà. Alors là, on arrive à cette limite, et pour arriver à des avions qui volent à des températures de ce genre-là, il fallait utiliser du titane. Et le titane, c'est un métal qui est à la fois résistant et léger. Voilà. Mais c'est un truc qui coûte cher, et faire tous les avions titane sont difficilement envisageables. Et maintenant, on nous parle de Mach 4, 5, 6, 8, jusqu'à Mach 10. Et là, à ce moment-là, on a une chose, c'est que la température croît presque comme le carré de la vitesse. Donc on arrive à des températures, quand on dépasse Mach 7 ou 8, on a des températures dans lesquelles il faudrait des produits en céramique de haute technologie. Et même à Mach 10, il n'y a plus de milieu. Or, on entend dire il y a des missiles à Mach 10, il y a des engins à Mach 10. Donc pour ça, il faut éviter que ça chauffe. Il faut éviter que l'air se recomprime.
Et la recompression, c'est dû aux ondes de choc. Donc à ce moment-là, on revient en arrière, on revient aux idées de Jean Perfetti, 1975, en disant, ben voilà, on doit pouvoir s'affranchir des ondes de choc. Et ça, c'est le mot magique qui permet d'aborder ce problème, c'est la MHD. La MHD qui est l'art et la manière de manipuler un fluide avec des forces électromagnétiques, des courants, des champs magnétiques. La magnéto-hydrodynamique. Magnéto-hydrodynamique. Magnéto-hydrodynamique, hydro c'est parce que c'est liquide. Pour les Russes, on appelle ça magnéto-gaz dynamique. MGD, c'est pas MHD. Bon, la MHD, ça a été confirmé comme ça. Alors, ce qui est assez curieux, et ça nous amène à la façon dont la recherche est perçue en France. Moi, quand j'ai eu ces idées-là, en 1975, tout de suite, l'aspect théorique de ces sujets a très vite été abordé et compris. Et au CNRS, ça a été perçu comme quelque chose de déraisonnable. Et il y a dans mon dossier de chercheur une lettre que j'ai pu voir, qui est une réponse à une question que posait le CNRS à un spécialiste étranger. La question devant être, voilà un homme qui dit qu'on peut supprimer les ondes de choc, est-ce qu'il a toute sa tête? Et la réponse en anglais, c'était I can justify this man is in normal condition. Je peux vous assurer que ce type-là est en condition mentale normale. Donc c'est extraordinaire, quand on va à une certaine distance au point de vue scientifique, on est perçu comme un fou. Et ça a été réédité il y a quelques années avec la cosmologie. Parce que envisager de faire mieux qu'Einstein, on est forcément fou. Il y a des documents là-dessus, il y a des enregistrements téléphoniques. Bon. Enfin bref. Mais les Russes vous ont pris au sérieux par contre. Disons que ce qui est assez amusant, c'est que, vous savez, la MHD, c'est rigolo, on pourrait dire, mais quel est l'initiateur là-dedans? C'est Sakharov, dans l'après-guerre, dans les années 50. Et les Russes, ce sont des gens qui avaient des problèmes de financement de tout temps. Donc ils sont extrêmement astucieux. Et les expériences faites par Sakharov dans les années 50 défient l'imagination. Il arrivait à faire 100 millions d'ampères avec des explosifs, avec des choses comme ça. Donc tout ce qu'on arrive à faire comme ça, disons que la MHD russe des années 50, c'est du niveau d'une école des arts et métiers de province, quoi. Carrément. Vous avez un atelier, de la ferraille, des explosifs, ok, on va faire des choses. On va faire, je sais pas, 150 Tesla, par exemple. Les premiers tests expérimentaux ne demandent pas des moyens. Voilà, extraordinaire. Et alors, moi, quand je suis arrivé dans cette MHD à la fin des années 60, en 64, 65, c'est drôle parce que j'ai rencontré les têtes de liste là-dedans, dont Velikov, qui était jeune chercheur, qui est arrivé en France, c'est la première fois qu'il sortait de Russie, quoi. Et le courant a tout de suite passé, parce que moi je suis pareil. Je ne suis pas un grand théoricien, j'ai fait une école d'ingénieur, je ne suis pas héros. Donc pour moi, la science c'est fait pour faire marcher les avions, pour voler. Et donc on a tout de suite accroché là-dedans. Et j'ai trouvé des choses extraordinaire chez les Russes d'astuces. Par exemple, quand on fabriquait des bobines pour faire de la MHD, quand on a un bobinage comme ça, qu'on veut passer des dizaines de milliers d'ampères, il y a une force qui tend à faire éclater le bobinage. Alors c'est vrai que les premiers bobinages qu'on faisait, quand on envoyait le courant, on les retrouvait dans les murs. Donc il a fallu les brider terriblement. Et je vais dans une installation russe et je vois des bobinages qui ne sont pas bridés. Je dis, mais comment vous faites pour que vos bobinages ne vous explosent pas à la figure? Et ils m'ont expliqué que lorsqu'on prend un matériau et qu'on le tend au-delà de sa limite d'élasticité, il cesse d'être fragile. La fragilité, quand vous prenez un verre en cristal, vous pouvez poser un dictionnaire dessus. Mais si vous le tapez dessus avec un petit marteau, il casse. Et là, c'est pareil. C'était le fait que le courant a été donné à une grande secousse qui fait que ça éclatait. Et là, je veux dire, quand on se rencontrait avec les Russes, c'était moi j'ai une astuce, j'ai fait ceci, moi j'ai réussi. Donc c'est la science astucieuse. Et les Français n'ont pas, eux, pris le pas, parce qu'en fait la question c'est que vous avez pu, vos travaux ont servi notamment à ces recherches russes, mais qu'en est-il de la France? Disons que dans la France, je me suis trouvé confronté immédiatement avec cet establishment scientifique de haut niveau, avec l'école polytechnique. Il y avait un monsieur qui s'appelait Ricato, qui avait construit un générateur MHD qui était grand comme le jardin. Ouais, c'était gigantesque, ça avait coûté des millions et des millions. Pourquoi ça avait coûté si cher? Parce qu'il voulait essayer de le faire marcher en permanence. Moi, j'avais un générateur qui marchait à 10 000 degrés,
mais pendant une fraction de milliseconde. Donc, quand on a une expérience, il ne faut pas la faire durer plus longtemps que prévu. Donc, tout ceci était fait pendant tout ce temps-là. Et là, on me dit, mais pourquoi ça ne dure pas plus longtemps? Pourquoi faire? J'ai montré ce que je voulais faire. Et en particulier, en 1966-67, j'ai pu faire marcher ce générateur avec 2 températures. Et ça, c'était une première mondiale. Et ça a fait après que les Russes ont dit, c'est les Français qui sont les meilleurs. Alors, pour que les Russes disent ça, c'est vraiment... J'en étais passé devant, quoi. Voilà. Alors, donc, dans cette histoire-là, j'ai été novateur, mais dans tout ce que j'ai fait, c'est pareil. Et quand on est dans l'innovation en France, je crois que ça laisse complètement les gens... ils sont perdus, quoi. Ils ne comprennent pas, quoi. C'est extraordinaire. J'ai commencé à l'école supérieure d'aéronautique. Quand je suis rentré à l'école supérieure d'aéronautique, j'ai eu des idées de mécanique des fluides complètement non conventionnelles, qui mettaient mes professeurs dans le stress complet. Donc, la recherche, forcément, c'est déstabilisant. Quand on innove quelque chose, c'est qu'on va casser un quadre et on va aller plus loin, quoi. Et cette MHD sur l'onde de choc, on brise une coque, on cherche quelque chose d'autre. Donc, moi j'ai continué. Je veux dire que la MHD a été abandonnée en France au milieu des années 70, et à cause de l'échec de ce générateur Tiffé qui n'avait rien donné. On a abandonné. On a abandonné, et moi je suis un peu comme un type en disant, mais vous abandonnez alors que moi ça marche. Mais ça n'avait aucune importance. Le bateau a coulé complètement, bon voilà. Alors je me suis recyclé, j'ai fait autre chose. Mais avant, j'ai participé à des colloques en Russie à mes frais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sais que le dernier colloque où j'étais allé en 83, je crois, j'avais loué une chambre à l'Hôtel National, et à l'époque, ça coûtait 150 €. Enfin, c'était très cher, quoi. C'était les Russes, pour faire rentrer des devises, ajustaient le prix des hôtels pour les chercheurs à un hôtel de luxe. Il n'y avait pas de truc bon marché. Donc j'avais pris une chambre avec petit déjeuner, et je m'étais dit, bon, ben, je vais trouver le moyen d'acheter un sandwich quelque part. Pas du tout. On allait dans un centre de recherche, et moi, je n'avais pas le ticket de restaurant. Donc, à midi, je ne mangeais pas. Donc, j'ai passé la semaine en mangeant le croissant du matin. C'est-à-dire que comme il y avait un libre-service, j'avais un sac que je remplissais de croissants, et je bouffais des croissants le matin, le midi et le soir. Je me dis, je ne recommence pas, quoi, c'est tout. Oui. C'est vrai qu'il faut être un peu fou pour être chercheur, oui. du point de vue du cartésianisme français, en fait. Mais je voulais revenir sur une chose, parce que là, vous parlez finalement de très bonnes relations scientifiques avec les Russes. Bon, on est en pleine guerre froide. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas nécessairement connu cette époque, mais en fait, c'était quand même une époque aussi qui était très tendue par moments. Mais comment se fait-il que vous puissiez avoir effectivement des échanges quand même assez pointus avec des gens qui devaient travailler sur des questions sensibles? Ça paraît inimaginable, surtout dans les relations actuelles. Oui, je ne sais pas très bien comment. Je sais que les gens m'ont dit, mais comment est-ce que vous aviez des relations avec les Russes? Par voie épistolaire. Il suffisait d'envoyer des cartes postales. Quand on voit une lettre, il y a la censure. Donc la censure regarde. Mais selon la façon dont s'exprime dans la carte postale, le censeur ne comprend rien. Donc autrement dit, on donnait l'impression de dire des choses tout à fait banales, et puis il y avait des choses intéressantes qui circulaient dedans. Votre correspondant, vous comprenez, en fait. Voilà, correspondant. Et alors, le truc, c'est que dans ce colloque de 1983, j'ai retrouvé Golubev, il est mort maintenant, qui était un collaborateur russe. C'était un ami, quoi, c'est tout. Et je me rappelle, il a eu cette phrase en disant, tu apportes le remède, mais le malade est déjà mort. et en fait, ça a été transmis à Velikov. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à maîtriser une stabilité de plasma qui est la clé de ces hypersoniques. Si on ne connaît pas ça, ça ne marche pas. Et ça, j'ai expliqué ça aux Russes en 83. Mais je veux dire, moi j'étais un peu à son lieu de penser qu'on pouvait en faire des armements. Alors qu'en fait, toutes les recherches scientifiques sont... Ça pose un peu la question justement de rapport entre le scientifique et le politique. Comment vous voyez cela par rapport aux applications qu'un chercheur, que les découvertes d'un chercheur peuvent amener à un moment donné du point de vue du politique
Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Ben, disons que je dirais que je suis une sorte de secret militaire ambulant, moi, on pourrait dire, quoi. Je sais des tas de choses sur des tas de trucs. Je sais comment ça marche, quoi. À telle enseigne qu'après 2018, ce dont vous parliez tout à l'heure, L'annonce de Poutine. où Poutine avait révélé un représentant de l'armée est venu me voir ici. D'accord. Pour L'armée dire française. l'armée française. Hein. L'armée française. On a compris qu'on était en retard. Ce qu'on vous propose, textuellement, on vous offre 3 000 € pour un petit rapport sur la MHD de 20 pages. Sympa. Et alors, moi qui ai l'air si bavard, j'ai rien dit. Ah. Et à ce moment-là, il a cru que c'était OK. Donc pendant 6 à 7 heures de rang, mon épouse et moi, il a développé toute une espèce de reconstruction de la MHD française, où je jouais le rôle d'enseignant. J'allais permettre aux Français de se recycler. Puis il est arrivé à 11h du matin, il est parti à 18h, c'est-à-dire qu'il est resté 7 heures à la maison, et pendant 7 heures, il a parlé de tout ça. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, même si je voulais vous rendre service, le retard qu'on a sur les Russes, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que ça paraît difficile à comprendre, mais c'était une MHD que j'ai faite moi, dans les années 70. Mais c'est avec des bassins, avec de l'eau acidulée, avec des aimants permanents, des petits machins comme ça. C'est exactement comme ce que faisait Rutherford en 1905 quand il faisait de la physique nucléaire. C'est vrai que la physique nucléaire, ça commence en 1905, sur une table en bois, avec une paire de pinces, avec une pompe à vide, des trucs comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, imaginez que quelqu'un vient vous trouver en disant, voilà, il y a un pays où les gens ont parlé de choses, ça s'appelle les atomes, je crois, et la physique nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rapport sur cette fission-là? Il paraît qu'on arrive à tirer de l'énergie, ben oui, 1000 personnes pendant 30 ans. Oui. C'est-à-dire entre Rutherford et Cadarache, c'est ça. Oui. Et alors c'est pour ça qu'actuellement les Russes ont joué cette carte, ce qui leur donne une supériorité stratégique sur les Américains. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. Par exemple, il y a ces armes sous-marines avec le Poséidon. C'est-à-dire que ce sont des armes qui ont des charges de 100 mégatonnes. Et c'est pas les 60 mégatonnes de Tsar-Bomba, c'est carrément 100. Oui. Et quand vous faites exploser une bombe de 100 mégatonnes devant San Francisco, vous faites un raz-de-marée de 100 mètres de haut qui détruit tout. Alors les gens diront, mais vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Mais il faut que ce soit monstrueux, sinon on va s'en servir. Et actuellement, vous avez des imbéciles qui parlent d'armes tactiques. Oui. Mais ils ne se rendent pas compte que l'arme nucléaire, c'est une monstruosité à toutes les échelles. Ça n'est pas possible. Ça rappelle quelqu'un qui est une source d'inspiration pour vous, manifestement, Sakharov, donc, qui est le père de la bombe H et qui est finalement devenu, je dirais pas, il est devenu anti-guerre, on peut dire des choses comme ça. Sakharov était jeune chercheur à la fin de la guerre. À l'époque, quand les chercheurs étaient très brillants, comme ça, ils étaient automatiquement classés dans la recherche militaire. Donc, il a été à l'Institut Kurchatov, où on a créé la première bombe atomique russe. Après, il a été le concepteur de la première bombe H, avec le montage de Sakharov-Ulam. Et puis, après, on lui a demandé de faire une bombe H très puissante, et la Tsar Bomba, c'est lui qui l'a conçue. Et ce truc-là est absolument monstrueux. C'est une bombe qui pouvait développer 100 mégatonnes et on l'a bridée à 50 ou 60 en remplaçant l'uranium-238 par du plomb. Et après, Sakharov s'est dit, mais je suis là pour servir mon pays et le défendre, pas pour détruire l'humanité. Et c'est là que justement, quand vous posez la question de la place du chercheur, le chercheur a une responsabilité permanente par rapport à les applications de ses travaux, dans tous les domaines. Et est-ce que ça a un rapport aussi avec le fait que des scientifiques comme vous, à un moment donné, ont quitté le domaine disons, sur lequel ils étaient en train de travailler parce qu'ils pensaient effectivement qu'il y avait ce genre de problème vis-à-vis de la société? Sakharov a quitté effectivement cette histoire-là. Dans les années 60, vers 65-67, tout d'un coup, il a décidé qu'il abandonnait tous ses travaux. Il a dit, je ne révélerai rien des secrets dont je suis détendeur, mais c'est fini. Il a quitté complètement ça. Alors l'autorité soviétique a essayé de le brider, mais ça n'a pas marché. Mais moi, j'avoue que même, si on me faisait un pont d'or pour cette histoire-là,
je refuserais de travailler dans ce domaine-là. Il y en a suffisamment comme ça. Vous pensez notamment par rapport à cela qu'un scientifique doit aussi rendre des comptes Ouais. à la population. Absolument, absolument. Ça, c'est une... Vous savez, je crois que l'anecdote la plus folle de ce côté-là, il y a un type qui est mort maintenant, qui s'appelait Gilbert Payan, qui était polytechnicien, qui était un peu l'émissaire des militaires. Bien que n'étant pas militaire, il se faisait un petit peu leur propagandiste. Et un jour, moi, j'avais été intéressé par, à l'époque où le sida démarrait, le virus du sida se cache au sein des lymphocytes. Et c'est un peu comme si un assassin se cachait dans un commissariat de police. Donc c'est très difficile d'attaquer un virus dans un lymphocyte qui, lui, est déjà prêt à répondre à toutes les agressions possibles et imaginables. Alors à ce moment-là, j'avais imaginé qu'on pourrait utiliser des micro-ondes pulsées en basse fréquence, comme avait fait Primoret d'ailleurs dans sa machine. D'accord, oui. Et Payan, très intéressé, m'a apporté très rapidement un dossier qui s'appelait Évocation des cancers. C'est-à-dire que c'était la manifestation d'une équipe française qui travaillait sur les armes cancérigènes. Les armes cancérigènes. Comment provoquer des cancers. Oui, d'accord. Et c'est vrai que si vous dites tout d'un coup aux militaires, j'ai quelque chose qui permettrait de provoquer un cancer, c'est intéressant. Mais vous savez, je veux dire que, je ne sais plus qu'est-ce qu'on utilisait pour ça, mais il y a, comment dire, un générateur de micro-ondes est un truc dangereux de ce côté-là. Quand vous avez votre four à micro-ondes, vous savez qu'il est entouré d'une paroi grillagée. Et justement, c'est ça qui sert de barrière pour ces micro-ondes. Et si vous désossez le clistron, c'est un truc qui peut vraiment vous faire des problèmes de santé énormes et tout ça. Et simplement, vous prenez un clistron de micro-ondes et vous le mettez contre la paroi et vous irradiez votre voisin, et vous allez le faire tomber malade. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un truc comme ça. Donc, vous voyez, la physique, tout d'un coup, elle se transforme en arme. Et c'est valable pour n'importe quoi, c'est valable pour l'intelligence artificielle, c'est valable pour toutes les innovations. Alors, effectivement, on pourrait dire, est-ce qu'il y a une science pure? Peut-être, mais regardez la mécanique des fluides, hop, immédiatement, on lâche. Il y a une responsabilité morale derrière l'engagement d'un scientifique. Mais il n'y a pas que la responsabilité morale, il y a la finalité de la science. Si on fait de la science, ce n'est pas pour accroître les connaissances, c'est pour agir sur la société. La science, elle va avoir des implications. Et on fait de la science pour quoi faire? Alors vous avez toute une frange de scientifiques qu'on entend à longueur de temps dans des vidéos qui vous parlent du cosmos. Le cosmos, on sort sa harpe comme ça pour jouer de la musique, comme si c'était une science pure. Pendant un temps, ce sera comme ça. Vous savez, il y a une chose intéressante. Prenez Einstein, par exemple. On se met en 1905. En 1905, Einstein sort sa relativité restreinte. Et sa relativité restreinte, finalement, ça se résume à E égale mc2. C'est-à-dire, à partir de masse m, vous multipliez par le carré de la vitesse de la lumière, vous avez une certaine énergie. Et le mathématicien Poincaré, justement, qui était son rival du côté de cette émergence de la relativité restreinte, avait dit on ne fera jamais croire qu'on arrivera un jour à détruire une ville avec une livre de matière. Eh bien, c'est pas une livre. Il y a un chiffre qu'il faut connaître, c'est que quand on a la bombe d'Hiroshima, je crois qu'on avait 75 kilos d'uranium, mais là-dedans, il y a du 238 et du 235. Alors déjà, on enlève du 238, on garde le 235. Et puis là-dedans, il y a un certain pourcentage qui entre en fission, et dans cette fission, eh bien, il y a une partie de la masse qui s'en va en énergie. Eh bien, la question c'est, quelle est la quantité de matière qui s'est transformée en énergie à Hiroshima? Vous le savez ou pas? Non, vous allez le dire. 0,7 grammes. Oui, bon, du coup, c'est 0,7 grammes. Et 0,7 grammes, comme l'uranium à la densité du plomb, si je prends un plomb de chasse, entre les deux doigts, eh bien avec ça, je détruis une ville. Bon, et là, on est en 1905. Alors, c'est intéressant parce que vous ajoutez 40 ans. 1905 plus 40 ans, c'est 1945. Autrement dit, entre les spéculations mathématiques d'un farfelu Einstein qui s'occupe du cosmos et une arme, 40 ans. Maintenant, vous prenez un deuxième farfelu, qui est Jean-Pierre Petit, en 1975, qui envisage qu'on puisse supprimer les ondes de choc. Mais 75, vous rajoutez 40 ans, vous avez les hypersoniques.
Alors, ce qui fait que maintenant, le même farfelu est en train de nous parler cosmologie et d'univers jumeaux. Hein, voilà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans? Ben, dans 40 ans, vous aurez des armements. Et vous aurez des armements à côté desquels nos bombes à fusion ressembleront à des allumettes. Oui. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour la biologie. Je veux dire, le scientifique terrestre est un apprenti sorcier, quoi. Mais en fait, là, il y aurait peut-être deux attitudes face à cela. La première attitude, ce serait de dire est-ce qu'on peut brider la science pour sauver l'humanité? Bon, il y a ce genre de fantasme qui existe, et je ne crois pas que ce soit possible, et je ne pense pas que ce soit votre avis non plus. Mais l'autre attitude, ne serait-ce pas justement, et là c'est peut-être la responsabilité du scientifique, c'est d'avoir la responsabilité que la société, et pas simplement les politiques qui vont être les premiers et les militaires à avoir l'idée d'utiliser les découvertes des scientifiques, mais l'ensemble de la société est une base scientifique et épistémologique, disons, suffisamment consistante pour, pouvoir imaginer ce que serait l'avenir et donc pouvoir être finalement un contre-pouvoir à ce que feraient les... Il y a deux versants là-dedans. Le premier, c'est la science pour quoi faire. C'est la science, qu'est-ce qu'on poursuit en faisant progresser les sciences et les techniques. Puis la seconde, c'est le secret. Parce que moi, je discutais ces temps-ci avec un homme qui s'était intéressé aux techniques d'anti-bruit. Et l'anti-bruit, ça consiste, quand il y a une sollicitation sonore, on peut arriver à protéger le récepteur en envoyant un son inverse. Bon. Bien, ça maintenant, on trouve ça dans les casques des pilotes. Ouais. Eh bien, lorsque c'est sorti, l'armée française a mis ça sous séquestre. C'est devenu secret défense. Alors c'est d'ailleurs pas mal parce que les militaires français, ils ont une particularité, c'est qu'ils mettent sous secret défense, mais ils ne développent pas parce qu'ils n'ont pas la compétence. Ce qui fait que ça a été développé par les Américains. Mais les Français étaient très... Je veux dire, le type qui invente l'anti-bruit, il n'est pas immédiatement dans l'idée d'une application militaire. Non. Ça me rappelle quelque chose que... Vous savez, j'ai écrit ce livre d'histoire des sciences qui s'appelle « Principes non mathématiques de la science » et j'ai développé un petit chapitre sur le père de l'empirisme, Francis Bacon, en fait. Donc, l'homme que l'on attribue, on dit à tort que c'est le précurseur de la méthode expérimentale, mais lui et beaucoup de gens de son milieu étaient tout à fait opposés à l'idée d'éduquer le peuple, et au contraire pensaient que la science devait être contrôlée parce qu'elle allait devenir l'Empire britannique. Et il y a ce fameux livre à la fin de sa vie sur l'Atlantide, où en fait il est en train de décrire la Royal Society, l'Académie des sciences de Londres, et pour lui c'est clair, il y a certaines connaissances qui peuvent être pratiques que l'on doit répandre, et puis il y a des connaissances que le grand public ne doit pas connaître, qu'il faut que ça reste dans les mains d'initiés. Mais évidemment, comme vous le dites, c'est la vision de l'Empire britannique qu'il a derrière, quoi, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est dans la même, dans la même perspective aujourd'hui. Mais c'est complètement fou. Par exemple, je crois que c'était en 2017 ou quelque chose comme ça, tout d'un coup, un article apparaît dans la presse scientifique, plus de 2 milliards de degrés. C'était un article de mon ami Malcolm Hines en Physical Review Day, et les Américains avaient réussi avec une Z-machine à monter cette température de 2 milliards de degrés. Alors il faut savoir, par exemple, qu'actuellement, quand on parle de la fusion, on imagine la fusion de thorium-tritium avec des températures de 100-150 millions de degrés. Et déjà, ça paraît très difficile d'arriver à une température pareille, tout d'un coup, quelqu'un parle de 2 milliards. Bon. Moi, ça m'a tout de suite passionné, un truc comme ça. Et j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait, j'ai écrit des choses dans mon site, etc. Et en fait, même à l'époque, je crois que la température maximale atteinte était de 3,7 milliards. Alors pourquoi c'était important? Mais parce que cette température de 100 millions de degrés, c'est ce qu'il faut pour fusionner du deutérium et du tritium. Donc c'est la réaction qui se produit à la plus basse température possible. Et si on peut arriver à 2 milliards, c'est bien parce qu'on peut faire la fusion bore-hydrogène. Le bore, il y a 11 nucléons, l'hydrogène 1, 11 et 1, 12, ça fait 3 héliums. Donc ça devient ce qu'on appelle une fusion non neutronique. Et c'est là où vous voyez la chose suivante, c'est que quand on dit faire de la science, pourquoi faire?
Bon, eh bien, on pourrait dire, mais vous vous rendez compte, les bombes à fusion, ces gens-là font 100 millions de degrés. Non, c'est pas assez, il faut monter. Il faudrait monter à plusieurs milliards. Incroyable. Et effectivement, Malcolm X est mort maintenant, mais je l'ai rencontré, on a discuté. C'est passionnant, un truc pareil. Donc, je me rappelle, à l'époque, j'étais en contact avec un type qui s'appelait Christian Nazet, qui était un ingénieur militaire à la retraite, mais qui avait fait sa carrière à Mururoa, sur les mesures. Et bon, il me connaissait, on a pas mal sympathisé. Et c'était l'époque, justement, où ITER devait être mis en construction. Et moi, je pense toujours que ITER, c'est une connerie. C'est une connerie parce que c'est la machine à vapeur du 3e millénaire. Vous ne pouvez pas dire à ITER, faites donc 2 milliards de degrés, c'est pas possible, vous ne pouvez pas monter en température. Et vous avez une machine comme ça qui a été conçue avec des données physiques d'une certaine époque, en disant on va faire ça. C'est un peu, vous voyez, prenez l'avion d'Ader. Vous vous rappelez l'avion d'Ader? C'est un avion à vapeur, l'éole, là, comme ça, qui se travaille. Alors l'éole, on suppose qu'il arrive à se soulever de quelques centimètres, etc. Et à ce moment-là, imaginez qu'on dise formidable, nous allons faire un avion de transport à vapeur. Oui, ça veut dire ça. Alors effectivement, imaginez un avion, un éole énorme qui peserait, je ne sais pas combien de tonnes, dans lequel on mettrait deux souris, quoi. Ça veut dire ça, quoi. Et là, c'est pareil. ITER, c'est grotesque comme truc. C'est grotesque. Les gens ne savent même pas, et le grand public ne le sait pas. On pourrait dire, vous qui êtes le grand public, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est que ITER, c'est présenté, on voit des dessins, carrément avec un pylône qui envoie le courant sur le secteur. Alors qu'en fait, il y a un champ magnétique central qui monte à cette Tesla. Ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et une fois qu'il est monté à cette Tesla, la machine s'arrête. C'est pas un truc qu'il fait pour marcher à côté. Personne ne le sait. Mais après, on peut penser que c'est absurde peut-être de mettre et d'investir dans ITER. Mais c'est plus absurde à la rigueur de ne pas investir dans d'autres domaines de recherche à côté, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter beaucoup plus et avoir, disons, plusieurs œufs dans notre panier. Réponse immédiate. Noiset et moi, nous sommes rentrés dans une croisade. J'ai même rencontré l'adjoint scientifique de Valérie Pécresse, qui, hélas, malheureusement, pense que Maxwell, c'est l'inventeur du café. C'est à peu près ça, quoi. Hein, bon. Et voilà. Et en fait, avec Nazem, nous disions, c'est pas ITER qu'il faut faire, c'est une Z-machine. Ça coûtera 100 fois moins cher. 100 fois moins cher. ITER, c'est la machine à vapeur. Vous ne voyez pas assez loin. C'est primitif comme histoire, vous voyez. Et alors, à ce moment-là, suite à ce genre de démarche, Nazem a reçu la réponse, faites-nous des bombes d'abord. Vous entendez? D'accord. Ouais. Une fusion atomique, c'est formidable, c'est des bombes vertes. On va pouvoir atomiser les gens sans rayonnement. Extraordinaire, voilà. Des bombes. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Mais vous vous rendez compte? C'est un cynisme voilà, quand même assez pathétique. Et là, on passe complètement à côté. On avait une avance scientifique, on avait des gens compétents, des gens qui sont capables de foncer, on pouvait faire des choses. On ne fera rien. Sauf qu'on a eu, grâce à Chirac, on a eu à ITER chez nous, les Russes font des champs magnétiques, les Anglais font des générateurs de micro-ondes, et nous on fait des routes, et tout. Bon, les bénéfices, rien, voilà. Bon, ça fait déjà 1h30. Mais la fusion proton-bohr, il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, des gens qui travaillaient là-dessus en France. Enfin, on a très peu de gens, mais on avait une dame, Christine Labaume, je crois, mais elle était au bord de la retraite en fait. Je ne sais pas si les travaux ont été repris. C'est vrai. Mais même, vous ne pouvez pas imaginer, ITER c'est un tokamak. Vous vous rappelez, un tokamak, c'est une géométrie torique. C'est comme un pneu, comme ça. Bon, hein. Et malheureusement, quand on a une géométrie de ce genre, on a une instabilité qui s'appelle les disruptions. Et pour arriver à échapper à ça, les Allemands ont fait ce qu'ils appelaient un stérérator. C'est-à-dire qu'ils prennent le tore et ils le tordent comme ça. Il y a une solution beaucoup plus simple qui consiste à faire un générateur noué, qu'on appelle un nœud de trèfle. Parce que les chercheurs du CNRS, alors je ne suis pas allé en profondeur, mais ont découvert que, par exemple, il y a un moyen de maîtriser les turbulences causées par l'interaction entre le plasma et la paroi du tokamak, et que les Chinois ont mis ça en application et ont commencé à faire avancer, disons, la science, ou en tout cas, dans ce domaine-là. Non, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Le truc, c'est qu'il y a une certaine plage dans laquelle les plasmas sont stables. Et simplement, les Chinois ont dit, c'est formidable, on a réussi à faire marcher ça pendant tant de temps. Ben oui, mais
ce générateur de fusion, si on arrive à le faire fonctionner, il ne sort pratiquement plus d'énergie. Si vous voulez sortir de l'énergie en quantité de watts par mètre cube, il faut que ça marche à forte température. C'est un peu comme si vous disiez, moi j'ai une casserole, j'ai réussi à chauffer de l'eau, il n'y a pas de turbulence. Ben oui, vous chauffez presque pas. D'accord. Voilà. Et le tokamak, quand on dit un énorme progrès, on l'a fait marcher pendant tant de temps, mais il sort en rien. Oui, c'est pas une grande augmentation. C'est un outil de recherche, c'est un excellent outil de recherche, mais c'est pas un générateur. Le bon côté de ITER, c'est que il y en a moins, c'est que vous avez plusieurs nations différentes, donc plusieurs cultures différentes qui. Oui, quel est le profit? En fait, les gens qui sont réellement les gens qui sont réellement intéressés par la science, ils ne sont pas à ITER. Les gens qui sont à ITER, c'est les gens qui ont trouvé un fromage, ils sont dans la Provence, ils vont faire du ski l'hiver, ils vont faire du bateau à voile l'été, ils ont un excellent salaire. Mais c'est vrai. Vous savez, il y avait un type qui s'appelait Pudlinski, qui était le type chargé des instabilités à ITER. Et au début, quand justement le programme n'était pas encore lancé, un ancien du CEA m'invite à dîner avec Pudlinski. Donc il y a une discussion avec l'américain d'origine russe, Pudlinski et moi. Donc évidemment, on a discuté science, les autres gens dans la table, mais simplement Pudlinski a découvert que sa machine serait instable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tomber, il a parti aux États-Unis. Il est sur un autre projet qui s'appelle Tri-Alpha. Ça marchera peut-être, mais au moins il y a une aventure là-dedans. Ouais. Il savait qu'en restant là-dedans, vous voyez, un truc, c'est que ma rencontre avec Pudlinski, ça remonte déjà à 10 ou 15 ans, quelque chose comme ça, mais je veux dire que le gars qui rentre à ITER, il est tranquille pendant 20-30 ans, et tout va. On ne peut pas arrêter. Moi, ça m'amène à une question un peu plus politique, mais vous voyez, parce que je sais qu'il y a plusieurs projets dans la fusion qui sont aussi engagés par des entreprises privées. Des entreprises, je crois, en Grande-Bretagne, et il y a des initiatives privées avec de l'argent pour essayer d'autres aventures scientifiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, notamment, de ce caractère de la science et de la relation entre la science et le domaine public, avec un État, vous voyez, une politique publique de la recherche et le privé? ITER à la catastrophe, ça a séché les budgets de recherche complètement. ITER a séché. Ça mange tellement d'argent qu'il n'y a plus rien pour les autres. Quand vous dites qu'il y a des sociétés privées qui parlent de ceci, d'accord, mais qu'est-ce qu'elles ont comme crédit? C'est pas possible, c'est un gouffre, un gouffre. Et c'est un gouffre qu'on ne peut pas arrêter, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, tout à coup, si on disait on a fait une erreur, c'est pas possible. Oui, mais ma question c'est, justement, on met beaucoup d'argent dans certains domaines. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que l'État oriente beaucoup plus, soit le maître des financements, ou est-ce que vous pensez notamment du fait qu'il y ait des initiatives privées? Est-ce que Moi, je ne sais pas, j'ai pratiquement pas eu de contact avec les entreprises. D'accord, ouais, donc du coup... Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que je connais des gens, quand ils utilisent ces métiers, des ingénieurs qui ont des idées très performantes sur des moteurs, des choses comme ça. Et ce garçon me disait, la France est un pays de lions qui est dirigé par des ânes. Eh bien, on a beaucoup de lions, on a beaucoup d'ingénieurs extrêmement brillants, de gens qui ont des idées. Vous savez, en France, on ne peut pas recenser le nombre d'idées brillantes qui n'ont pas été poussées. Et les gens qui arrivent à faire ça, c'est vraiment un apostolat complet. Hein, voilà. Vraiment, c'est y perdre sa vie complètement. Je voudrais revenir au sujet de la médiation scientifique, en fait. Puisque là, c'est une question d'actualité. Vous avez peut-être entendu qu'il y a une grosse polémique à Paris sur la possible disparition du Palais de la Découverte. Oh, quelle horreur! Et comment vous verriez vous-même la médiation scientifique, le rapport entre les scientifiques professionnels et, je dirais, le grand public? Ben, vous savez, moi j'ai connu le Palais de la Découverte, c'était magnifique, des choses comme ça. C'était magnifique, il y avait une ambiance extraordinaire, et en plus, rappelez-vous, il y a des gens qui étaient maîtres assistants en fac, oui, et puis qui avaient des moments où ils répondaient au public. Et on avait dans tous les domaines des gens qui étaient prêts à répondre à vos questions, etc. Ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Maintenant, on n'a plus ça. En plus, il y avait une chose, c'est qu'au Palais des Découvertes, il y avait des choses qu'on touchait de sa main. Oui, quoi. Oui. Alors que tout d'un coup, quand on a créé la Villette, tout d'un coup, on a inventé l'informatique.
Mais l'informatique, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que j'irais dans un musée alors que j'ai la même chose sur mon écran d'ordinateur, sans blague. Si on allait dans un palais de découverte, c'est parce qu'il y avait autre chose, parce qu'on pouvait toucher les choses des mains, c'est tout. Et là, il y a ce côté, moi je pense à une manip extraordinaire au palais de découverte, il y avait une sphère en métal, et on pouvait rentrer à l'intérieur. Elle faisait 1 mètre de diamètre, et quand on se mettait au centre, qu'est-ce qui se passe? La peau émet de l'infrarouge. Donc à ce moment-là, on émet de l'infrarouge qui vous est revenu, et on avait une impression de chaleur considérable. Vous pouvez faire la même chose avec une casserole chromée en mettant la tête dans la casserole. Hein, vous verrez. Mais là, c'était quelque chose de pressant. On vous expliquait ce que c'est que l'infrarouge, regardez, là vous le touchez les doigts. Donc il y avait ce côté extraordinaire de la science tangible, et ça crée des vocations. Alors que cette science sur l'écran, ça ne parle pas. Voilà. C'est des expériences virtuelles. Il y a des expériences de chimie par Internet, quoi, en fait. Exactement. Alors que là, tout ce qu'on pouvait voir, moi je me rappelle, le palais des découvertes, il y avait les hautes tensions, par exemple. Les cheveux qui se restent sur la tête. Hein. Non, mais on avait mis mon fils qui avait 10 ans à l'époque sur l'isolant, et en le chargeant, il avait les cheveux qui étaient comme ça. Et l'expérimentateur disait, mais on dirait que ça ne te fait pas grand-chose. Il disait, non, vous savez que le père que j'ai. Donc voilà, le palais des découvertes, si j'avais tout pouvoir, je dirais, mais refaisons une chose comme ça. Oui. Moi, voilà. Alors que la Villette, c'est l'inverse, c'est la catastrophe. Et puis cette science virtuelle, avec les écrans, ça ne sert à rien. Vous avez la même chose chez vous. Mais vous inscrivez un petit peu dans dans la tradition de la main à la pâte. Vous savez, cette idée de faire aux enfants des expériences qu'ils mettent la main à la pâte, dans le sens pas seulement juste faire de la pâte à modeler, mais qu'ils fassent des expériences. Bien sûr, bien sûr. Mais par rapport à l'enseignement, justement, vous auriez je me dis que vous avez des propositions. On voit un peu dans vos bandes dessinées cette volonté de pédagogie, cette volonté de pouvoir rendre accessibles certains concepts à un public qui peut y accéder, mais qui a besoin d'une certaine forme d'image, de représentation et d'analogie. Est-ce que vous en avez discuté avec des personnes qui sont un peu dans le secteur? Non, moi je suis complètement coupé de tout ça parce que je suis la bête noire de l'éducation nationale. Regardez par exemple les bandes dessinées de Nanturlu, c'est traduit en 40 langues. Il y a 28 albums, c'est connu dans le monde entier. Est-ce qu'on en parle en France? Rien. Depuis 20-30 ans, rien. Science et Vie, les revues, rien, aucune publicité. Alors que Cédric Villani a dit que ça a été pour lui une source d'inspiration. Oui, mais Villani, du temps où il était directeur de l'Institut Henri Poincaré, je lui ai dit, est-ce que vous ne pourriez pas être initiateur de l'édition de ces albums? Parce que, imaginez-vous, quand vous prenez des albums comme ça, au lieu de les mettre en format A4, on pourrait les mettre en format A5. Puis dans un format comme ça, au lieu d'en mettre une, vous en mettez 3 ou 4. Vous imaginez 200 ou 300 pages de bande dessinée dans un petit album comme ça, ça coûterait 1,5 € à produire. Bon, imaginez le budget d'un ministre de l'Éducation nationale qui dirait on va en tirer 100 000 exemplaires, on va en mettre partout, on va en mettre dans les bibliothèques, on va en mettre dans les écoles, voilà. C'est ce que j'ai proposé, la réponse a été non. Là, c'est pas la question d'avoir des échanges, c'est que je suis persona non grata. Et Nanturlu, non grata aussi. Vous disiez en off tout à l'heure que finalement, ce qui restera de vous, c'est vos bandes dessinées. Oui, je pense, oui. Ben, c'est ma seule fierté, quoi, disons, voilà. C'est vrai que moi, je reçois quelquefois des messages, souvent pas forcément en français, mais en anglais, parce que le type ne parle pas le français. Et je vois un Russe qui m'écrivait récemment, je suis professeur de physique, et j'ai appris la physique avec vos bandes dessinées que mon père me donnait, et je n'aurais pas assez de toute ma carrière pour vous remercier de ce que vous m'avez donné. C'est vraiment... Ouais, j'ai donné beaucoup de choses aux gens, quoi, c'est tout. Voilà. Et c'est fait pour ça, quoi. La science, c'est fait pour être donnée. C'est surtout pas une tour d'ivoire. C'est pas vrai. Moi, ce que je passais mon temps à dire, c'est ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est terrible. La physique doit être dénaturée. Vous savez, moi, je me suis très bien entendu avec un type comme Feynman, rappelez-vous. Oui. Feynman, c'était, je vais tout vous expliquer, c'est pas compliqué. Hein, oui, ça c'est...
Il y a des gens qui ont la physique comme ça au bout des doigts, et d'autres qui se servent de ça pour... Alors justement, le truc magnifique, peut-être que vous le savez, je suis en train de sortir un papier qui montre les trous noirs, ça tient pas debout. Vous imaginez, c'est l'objet vedette avec lequel on peut paraître. Je suis en train de casser. J'avais envie de vous poser la question justement par rapport à cette idée de tour d'ivoire. On dit que on a le sentiment que les scientifiques d'aujourd'hui, ou en tout cas dans le domaine de la cosmologie, sont dans leur tour d'ivoire. Mais dernièrement, il semblait que leur tour d'ivoire avait commencé à pencher, se transformer un peu en tour de Pise. Est-ce que vous pouvez développer par rapport à ça, puisqu'il y a eu James Webb qui a permis de révéler certaines choses. Là, à un public qui n'est pas initié, est-ce que vous pouvez donner un sens de ces enjeux, James Webb, et aussi l'expérimentation DESI, juste pour donner un sens aux gens de ce que ça implique? Moi, j'ai fait un modèle qui s'appelle le modèle Genus. Voilà. Les gens commencent peut-être un petit peu à le connaître. J'ai fait une bande dessinée là-dessus, montrez-la. Bon. Et il y avait des prédictions. Par exemple, on prédisait que l'univers avait une forme lacunaire, avec des sortes de bulles. Bon, en 2017, on a observé la première. Bon, c'est confirmé. Ensuite, ça prédit que les galaxies naissent très tôt. Le James Webb a constaté ce genre de choses. Ensuite, ça explique que l'accélération de l'univers était plus importante dans le passé. Ça vient d'être montré l'année dernière. Donc, si vous voulez, le modèle cosmologique, il n'est pas mis en cause, il est détruit complètement. Le modèle standard n'existe plus, il n'y a plus rien qui marche. Ça fonctionnait avec des rustines, vous aviez l'énergie noire, la matière sombre, l'inflation, tout ça, c'était des rapostages. Alors, comment est-ce qu'on peut se donner l'air d'un scientifique de très haut niveau avec des trucs qui ne marchent pas? Vous voyez, c'est fou. Vous vous rappelez la fable les habits neufs de l'empereur, hein? Oui. Le roi est nu. Le roi est nu. C'est l'enfant qui dit qu'il ne connaît pas les conventions sociales, donc il dit une chose mal polie, dit la vérité. Voilà, imaginez un académicien couvert de dorures qui est en train de faire des rodomontades, etc., qui écrit des choses, tout d'un coup, un enfant dirait « mais ce qu'il écrit, c'est de la connerie ». Vous voyez, c'est à peu près ça. Oui. C'est intéressant parce que ce que certaines expérimentations amènent, c'est ça casse le fameux modèle standard, et avec la matière noire, l'énergie noire, qui sont un peu des abstractions qui permettent de justifier le modèle mathématique. Et après, là, tout d'un coup, ils voudraient même faire varier l'énergie noire pour pouvoir sauver leur modèle. Alors nous, ça nous fait penser, si vous voulez, pour avoir participé, moi, quand j'étais plus jeune, à un programme dans notre mouvement politique engagé sur les questions de la recherche scientifique. On travaillait sur Kepler, vous savez, Johannes Kepler, qui attaquait les modèles astronomiques de son époque et passée, Ptolémée, Copernic, qui mettait en place des épicycles pour pouvoir justifier en fait des modèles mathématiques qui doivent concorder avec les observations. Donc c'est toujours rajouter des épicycles, donc ne pas changer, ne pas se poser la question des causes physiques. Et on a le sentiment que aujourd'hui, le modèle standard ou l'approche scientifique consiste plus à rajouter des épicycles pour sauver un modèle que de changer la manière de penser. Mais avec le public, ça ne marche pas. Vous vous rendez compte que Damour a eu un prix scientifique. Damour, c'est un académicien, c'est Monsieur Cosmologie en France. Il a eu un prix de 700 000 euros à partager avec une de ses élèves pour les ondes gravitationnelles. Or, ces ondes gravitationnelles, il les fabrique avec la fusion de deux trous noirs. Or, si les trous noirs n'existent pas, ces calculs sont faux. Vous vous rendez compte? Oui, donc ça remet en cause complètement sa carrière. Mais il y a quelque chose qui a été observé quand même, aussi bien concernant ce qu'on appelle les trous noirs que ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Et vous pouvez... Non, on a observé des ondes gravitationnelles et on les a imputées à des fusions de trous noirs. D'accord. Et il y a une chose, c'est que si les trous noirs n'existent pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cet article qui va apparaître, vous verrez que ce qui remplace le trou noir, c'est le plug star. Le plug star, l'image, c'est une chasse d'eau. La chasse d'eau, elle ne peut contenir qu'un certain volume. Ça, c'est votre concept, le plug star. Ouais. Et ça marche. Ça marche, ça colle avec l'observation. Parce que qu'est-ce qui est la différence entre des théoriciens qui vont faire un modèle cosmologique? Bon, voilà, parce qu'à un moment donné, il faut amener certaines hypothèses, certaines considérations pour expliquer des phénomènes. Et votre modèle, vous avez aussi quelque chose qui est basé sur des équations mathématiques,
Donc la différence, c'est que c'est des choses qu'on peut observer. Ben, ça marche avec l'observation, c'est tout. C'est la nature qui a le dernier mot. Hein. D'accord. Les gens ont dit il y a des trous noirs. Alors on a obtenu 2 magnifiques photos sur les objets hypermassifs. Le centre, il n'est pas noir. Il est très foncé, mais il n'est pas noir. Donc c'est pas des trous noirs. Par contre, ça colle avec ce modèle de Plogstar. Mais c'est ça. Une théorie, si elle marche avec l'observation, ça va. Ça, Si vous parlez des photos, des fameuses images en 2019. qu'on a vues en 2017 et puis C'est ça. une C'est plus ça. récemment, C'est 2 ça. trous noirs où on voit un halo rouge et au centre plus sombre qui correspond à... Oui, c'est pas noir le Vous centre. dites Oui, que alors. c'est pas noir, donc il y a un rayonnement, donc ça veut dire que c'est pas un trou noir parce qu'il n'y a rien qui doit sortir du trou noir, c'est ça? Oui, exactement. Et là, dans ce truc-là, le modèle de Plogstar prédit que la brillance maximum, la température de brillance max sur Mini, c'est 3. Ça colle au poil avec les deux Ça, observations. vous les tirez de certaines équations de Schwarzschild, c'est ça? Alors, moi, j'ai Ouais, lu, ouais, ouais. on excuse déjà, c'est juste pour avoir regardé certains de vos écrits. Mais- Donc, mais- c'est des choses qu'on pourra vérifier par la suite. C'est-à-dire, si des nouvelles images sont produites, on devrait pouvoir, Ah ouais. disons, mieux valider ce que vous Bah, s'il y entendez. a une troisième image avec un rapport 3, l'affaire est réglée. Déjà, les deux images donnent ce rapport 3, alors que les deux objets ont des masses très différentes. Il y en a un qui est 1000 fois plus lourd Oui, que l'autre. c'est pas les mêmes objets. Donc, du Alors. coup, on peut pas justifier d'autres, par exemple, des gaz qui bloqueraient la lumière ou ce genre de choses. Mais ce qui est anormal, c'est de ne pas pouvoir présenter ça en séminaire. Il y a quand même des sanctuaires de ce genre. Il y a le séminaire normal supérieur, l'Institut d'astrophysique. Moi, je fais des propositions de séminaire, on ne me répond pas. Ça finira mal, quelque chose comme ça, parce qu'il y a une entité qui va se ridiculiser. J'ai quand même une question, dans votre jugement personnel sur une question peut-être purement spéculative, mais bon, le fait que le modèle standard est en fait fini, quoi, et je veux dire plein de contradictions. C'est la fin du modèle standard. Bon, les cosmologistes officiels en vue vont dire non, tout va bien, on a les bonnes théories. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils croient ce qu'ils disent ou qu'intérieurement ils savent que c'est la fin en fait? Moi, je crois qu'ils attendent que je passe de vie à trépas. J'ai 89 ans pratiquement, donc attendons. Ça ne va pas durer éternellement, c'est ça le problème. Oui, mais là je parle pas de vous, je parle de la fin du modèle standard parce que j'ai un ami par ailleurs qui suit ces questions d'assez près, qui m'a dit bon, quand même il n'y a pas de discussion là-dessus, enfin de son point de vue à lui, c'est que tout le monde est persuadé que le modèle standard est fini, quoi. Donc maintenant voilà. Oui, c'est pas possible. L'accélération de l'univers était différente il y a 5 milliards d'années, donc le modèle ne fonctionne pas, quoi, c'est tout, c'est indéfendable. Alors que le modèle Janus, ça marche au poil. Mais il y a une chose, c'est que ce que je vois, moi, c'est que depuis les articles de Damour 2017, 2019, ça fait 7 ans. C'est pas Jean-Pierre Petit qui est pénalisé, c'est la France. Le pays France. Vous savez, moi je suis fier d'être français, content d'être français. Je trouve que nous les Français, on n'est pas cons. On est vraiment créatifs, on a fait des tas de choses en science. Et là, grâce à ça, on pourrait mettre la science en première ligne. Et bien on ne le fait pas à cause d'une poignée d'imbéciles. Voilà. Qui ne sont motivés que par leur carrière, ou vous pensez qu'il y a quelque chose qui est plus profond, plus... Est-ce que c'est pas aussi un peu ancré dans l'idéologie française, une partie de l'idéologie française? Mais est-ce que vous vous rendez compte que, pour ne pas le citer, des gens comme Damour, c'est Monsieur Cosmologie en France, c'est une sommité. Quand Villani en parle, il parle de quelqu'un qui est une sommité dans le domaine. Mais mes travaux vont effondrer cette sommité. Comment voulez-vous admettre une chose pareille? Imaginez Françoise Comte, présidente. Vous remettez en cause leur fonction, qui est pire que de remettre en cause leur Oh, c'est pire. Non, mais si vous étiez maintenant ministre de la Recherche, du coup, sur quoi vous axeriez les priorités? Mais déjà, il faudrait que le débat soit possible. Vous savez, actuellement, les gens ne font plus de recherche, ils communiquent. Prenez un homme comme Villani, depuis sa médaille Fields il y a 15 ans, il n'a rien produit, il communique. Les gens communiquent, ils communiquent. C'est comme les hommes politiques. Dans la politique actuelle, les choses n'avancent pas parce que les gens n'ont pas d'idées, ils communiquent.
Est-ce que vous avez un politicien français qui a un projet, qui a vraiment des solutions, un axe concret? Il y a quelques-uns qui ont quelques idées, mais en général, on communique, on cherche des aménagements. C'est pas possible. On vit une époque actuelle où il va falloir trouver des solutions, pas des aménagements. Et en science, c'est pareil. La cosmologie, c'est effarant. Vous avez un truc qui dégonfle parce qu'on n'en finit plus de mettre des rustines, c'est pas possible. Mais oui, moi je pense à un personnage qui s'appelait Sommerfeld. Je crois qu'il était recteur de l'université de Göttingen dans les années 30, tout ça. Et il disait, en ce moment, la science vit une époque fantastique, tout est en parfait bouleversement. On entend les tirs de mine de tous les côtés. Et il disait à ses étudiants, si ça se trouve, ce que je vous enseigne au mois d'octobre sera une complète ânerie au printemps prochain. Et il partait d'un grand rire. Ça lui paraissait extraordinaire. Mais c'est ça, nous avons une science qui va changer. Et sûrement, on vit une époque extraordinaire, on ne vit pas du tout un blocage. Parce qu'il y a des solutions, et il y en a là-dedans, mais par exemple, en mécanique quantique, il va falloir intégrer les états d'énergie négative, ce qu'on a déjà commencé à faire avec Nathalie Deberg. C'est un véritable Far West, un truc comme ça, c'est pas du tout un blocage. Donc, quand vous dites, si j'étais ministre ou quoi que ce soit, qu'il faudrait faire, mais libérer la pensée, libérer la créativité, enlever les gens qui bloquent tout. C'est ça. Mais enlever les gens qui bloquent tout, ça ne suffit pas à définir un projet et avoir des gens qui sont compétents. Mais si vous n'avez pas de débat, si vous n'avez pas d'idée neuve, c'est la première étape, oui, bien sûr. Il faut que les choses apparaissent. C'est pas possible. Sinon, on va créer une commission, on va prendre des pingouins habituels, on les met tout autour d'une table. Ce sont des gens incompétents. Par exemple, quand j'avais compris que la Z-machine était quelque chose de vachement important, j'avais donc fait des articles dans mon site. Il y a eu une réunion à Gramma, dans la recherche militaire, avec toute une bande de pingouins, quoi. Des militaires, des gens du CEA, des gens du CNRS, qui étaient là. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'était des fossiles, quoi. Des fossiles. Mais c'est là où il faut, comme vous le faites dans une certaine mesure, aller puiser plutôt à la base, c'est-à-dire aller chercher chez les citoyens ceux qui pourraient devenir les ambassadeurs de cette nouvelle approche. Comment vous voyez les choses, vous, de ce côté-là? Parce que déjà, il y a une chose qui est intéressante, quand on prend la recherche aux États-Unis, par exemple. Chez nous, on a des instituts. Moi, j'ai travaillé au début de ma carrière dans l'Institut de mécanique des fluides. L'Institut de mécanique des fluides avait été créé juste après la guerre. Le directeur était Jacques Valency, mais c'était un petit royaume. Il était là, on ronronnait, on faisait rien d'extraordinaire. Et en Amérique, les Américains rigolent parce qu'il n'y a pas d'institut. Il y a des programmes, des projets. À ce moment-là, avec un projet, on mobilise des moyens, on mobilise des gens, et on a un axe. C'est pas une rente de situation comme ça. Et en France, on a plein de rentes de situation, de choses qui ronronnent. Je ne sais pas comment donner son dynamisme à la recherche. Je veux dire, le fait d'innover, il y a aussi tous les charlots qui vont amener n'importe quoi. Mais il n'y a pas que des charlots, il y a aussi des tas de gens qui ont des projets très construits, très solides. Et ceux-là, on ne les entend pas. Et un projet comme ITER, c'est une catastrophe. Ça a tout nivelé. La fusion, c'est ITER, point à la ligne. Et s'il existe actuellement des sociétés privées qui essayent des solutions alternatives, leurs crédits sont absolument négligeables. Mais là, on est... c'est un gouffre, ce truc. Mais ces sociétés sont forcément dans de la recherche appliquée. Dans la logique actuelle, ça pose aussi le problème de la nécessité d'une recherche fondamentale, en fait. Et du financement. Et à un autre niveau, vous parliez de Sommerfeld et des années 30 tout à l'heure, ça me rappelle le débat fondamental qui a eu lieu à cette époque, qui opposait Einstein et Bohr, en fait, où Einstein disait Dieu ne joue pas au dé, il voulait dire que ce qui se produit a des causes et que l'esprit humain est capable de connaître ces causes. Et Bohr prenait le parti de dire que, en fait, en gros, la connaissance est inaccessible à l'esprit humain, mais il se trouve que la physique quantique a un formalisme qui a été énoncé par Bohr et ses associés, et qui effectivement fait intervenir les probabilités. Donc on élimine la notion de cause dans ces équations mathématiques. Einstein accepte le formalisme, mais n'accepte pas la philosophie qui est derrière. Et finalement, ce que l'on a dit ensuite aux générations suivantes, c'est que finalement, ce débat entre Einstein et Bohr sur la réalité
on s'en fiche, les équations ça marche, donc le reste on s'en occupe pas. Donc il y a cet aspect pragmatique qui s'est emparé des physiciens à partir des années 50. Est-ce que là on n'a pas aussi une des raisons de l'impasse de la recherche? Vous savez, toute ma carrière scientifique a aussi une sorte de pivot, dénominateur commun. Et en fait, on pourrait dire que toutes les recherches que j'ai faites ont été freinées à cause d'un tabou, à cause d'un interdit. Rappelez-vous ce qui était sur un de mes livres, qui était jusqu'où peut-on penser trop loin? Est-ce qu'on pourrait se donner le droit de libérer la pensée et de lui permettre d'aborder tous les sujets? Vous imaginez? Alors qu'en fait, il y a des interdits complets. Il faut dire la vérité. Vous savez, on dit seule la vérité est révolutionnaire. C'est vrai. Si on veut vraiment que les choses soient révolutionnées, il faut dire la vérité. Et actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, ça vient du fait qu'on ne veut pas faire face aux réalités. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus aujourd'hui, enfin, je ne sais pas pour contredire ce que vous dites, mais qu'il y a plus un sens, pas seulement de la dire, mais c'est surtout de la rechercher. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement une culture de la recherche de la vérité. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue, il y a plus chacun est dans sa chapelle, on va dire, et on se lance des bombes, on se lance des... mais il y a un échange pour rechercher en fait une vérité qui, au-delà de ce qu'on pourrait connaître et de ce qu'on pourrait savoir. Et ça pose évidemment la question de l'éducation. Ça, c'est une chose qu'on voulait aborder avec vous. C'est qu'on on en a un petit peu parlé, mais si vous étiez ministre de l'Éducation, qu'est-ce que... de la recherche, mais là, non, sur l'éducation, comment vous... Moi, je préfère prendre le sujet de la recherche, parce que on ne va pas dire si j'étais ceci, si j'étais cela, mais actuellement, je commence à aborder cette question en conférence en disant il faut pouvoir aborder tous les sujets. Et là, je vous dirai la chose suivante, on va prendre un sujet d'astronomie tout simple. Autour du Soleil, on a 4 planètes telluriques. On a la Terre, on a Mercure, on a Mars et on a Vénus. Ces 4 planètes, elles ont des choses différentes. Bon, c'est sûr, la Terre est particulière, il y a de l'eau liquide et il y a la vie, très bien. Mais à côté de ça, la Terre est la seule qui est un magma actif. Hein? Ah bon, on pourrait constater ça. Les autres planètes n'ont pas de sismicité et de mouvements de ce genre. Et ce magma actif fait qu'on a eu une dérive des continents. Et non seulement il y a une dérive des continents, mais il y a aussi des montagnes. Quand les plaques tectoniques se rencontrent, ça crée ce qu'on appelle une orogénie, c'est ça qui crée les montagnes. Bon, ah bon? Alors après, d'où vient cette tectonique? D'où vient cette activité anormale du magma? Bon, alors maintenant qu'on revient en arrière, on commence à être de plus en plus convaincu maintenant que la Lune est née d'une collision incroyable d'un astre de la taille de Mars. Vous avez une Terre primitive, tout d'un coup ce truc est arrivé, boum, ça a coulé au centre de la Terre, et il y a eu un éjecta qui a donné la naissance à la Lune. Et pourquoi est-ce qu'on sait ça? Parce que le matériau dont est constituée la Lune est très voisin du matériau de la croûte terrestre. Donc c'était un morceau de la croûte terrestre qui a été éjecté. Alors simplement, il y a une chose qui paraît évidente pour un physicien, et que vous n'entendez aucun scientifique dire. Vous avez une masse M gigantesque, de la taille de Mars, qui arrive avec une vitesse V, donc il y a une énergie cinétique, 1,5 de V2. Qu'est-ce que devient cette énergie? Eh bien, elle est transformée en chaleur. Et justement, quand il y a un impact de ce genre-là, c'est ça qui crée la chaleur. Par exemple, quand la Terre était dans son stade primitif, même pourquoi est-ce qu'on a un magma brûlant au centre? Eh bien, ça, c'est toute l'énergie des particules qui ont impacté, je vois, qui amènent leur énergie cinétique qui se transforme en chaleur. Donc c'est cet impact-là qui a créé cette activité anormale. Alors on pourrait dire, mais toutes les planètes sont comme ça, vraisemblablement ça doit être assez rare, parce que déjà il y en a 4, il n'y en a qu'une qui a réussi à choper ça. Mais Mars a ce relief aussi, non? Non, Mars a un volcan, c'est tout, ça n'a rien à voir. Par exemple, quand vous prenez un volcan comme celui de Mars, vous savez, il y a Olympus Mons, c'est assez haut, mais un volcan, s'il y avait simplement la pluie, mais en 3 siècles, il n'y aurait plus. Par exemple, les précipitations, ça use les montagnes à hauteur d'1 millimètre par an. Alors ça a l'air de rien, mais vous prenez ça sur 10 millions d'années,
les montagnes disparaissent. 10 millions d'années, c'est un temps très court à l'échelle géologique. Voilà, alors si vous prenez la chaîne hercynienne, les Alpes par exemple, ou l'Himalaya, bon, eh bien, elle ne persiste parce que justement l'Italie continue à nous rentrer dedans. Si tout d'un coup ce mouvement s'arrêtait, ben, on attendrait X millions d'années et les Alpes disparaîtraient. Alors à ce moment-là, on est amené à se poser la question, que serait devenue la Terre s'il n'y avait pas eu cette collision? Ben, la réponse, ce serait plat comme la main. Il n'y aurait certainement pas la vie. Pourquoi il n'y aurait pas la vie? Je sais pas, je pose la question en même temps. Non, pourquoi? Justement, se dire tout d'un coup, il faut une tectonique des plaques pour que la vie apparaisse? Non, il n'y a aucune raison. Non, la vie apparaîtrait, mais simplement, la richesse biologique serait beaucoup plus faible. Nous, on a des centaines de biotopes différents. À cause du relief de... Ben exactement, il y a des séparations continentales, des mers qui séparent. Donc on a trouvé le moyen d'avoir une évolution avec des marsupiaux en Australie, alors qu'on vous rappelez, il y a des dizaines de millions d'années, on avait des mammifères dans l'Amérique du Nord et des marsupiaux dans l'Amérique du Sud. Et quand la jonction s'est faite, les mammifères sont allés ravager complètement les pauvres marsupiaux. Donc vous voyez, il y a des évolutions différentes. Bon, ben, on aurait une planète qui aurait évolué avec beaucoup moins d'espèces, mais moi je pense que l'émergence de l'espèce humaine aurait été également un phénomène émergent inéluctable. Et à ce moment-là, on aurait une seule espèce humaine, mais un seul langage, une seule science, une seule culture. Ce qui fait que sur une planète comme ça, où il n'y a pas eu cette fragmentation continentale, on aurait une évolution culturelle et on serait tous du même niveau. Alors que sur Terre, on a des gens qui vivent au néolithique en Nouvelle-Guinée, et en Amérique du Nord, on a des gens qui prennent un ticket pour le tourisme spatial. Tout ça sur la même planète. Et alors après, on a des croyances différentes, des gens qui s'entretuent pour des territoires. Et moi, je pense qu'actuellement, quand vous me dites qu'est-ce que vous feriez si je dis cela, je pense qu'actuellement, l'urgence, c'est que les individus se mettent à réfléchir sur leurs croyances, sur leur idéologie, sur leur religion. On en arrive peut-être à la fin de cette entrevue, cette interview. Maintenant, une dernière question, justement, on parlait des jeunes et l'éducation. Quel message vous donneriez aux générations futures, aux enfants de ce monde et à ceux qui viennent après? Mais ça, je crois que ça tient en une phrase, c'est la question, on m'avait posé une conférence il y a 8 jours, ne vous en laissez pas compter. Voilà. Et les gens applaudissent parce que c'était vraiment ça. Mais c'est vrai, quoi. Ça ne veut pas dire de prendre tous vos aînés pour des cons, mais n'avalez pas tout ce qu'on vous sort. C'est inimaginable. Quand on entend les scientifiques parler dans les vidéos, moi je pensais à un étudiant de philo que j'avais dans le temps qui disait « À l'heure où la métaphysique est en crise, il est rassurant de voir que la philosophie de bistrot se porte bien. » C'est pas mal. Et ce qu'on nous sort, c'est de la philosophie de bistrot. Ah, qui est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, le multivers, bon. Franchement. Actuellement, nos sociétés ne tiennent absolument pas compte des leçons du passé. Il n'y a pas de problème. Donc on a l'impression que essayer d'utiliser le message du passé, ça ne sert à rien. Donc si on n'arrive pas à s'appuyer sur le passé, appuyons-nous sur l'avenir. Mais à ce moment-là, s'il s'agit de s'appuyer sur l'avenir, ce n'est pas un avenir à 2-3 ans, c'est un avenir à un siècle, carrément. À 40, 50 ans, est-ce qu'on peut faire ça? Lancer le bouchon à distance cosmique. Et vous voyez bien qu'actuellement, les progrès de nos technologies sont en train de nous amener des choses tout à fait extraordinaires. L'intelligence artificielle, c'est un truc aussi important que l'invention de l'écriture. C'est énorme, un truc comme ça. C'est un monstre qu'on a fait sortir, on est obligé de vivre avec. C'est quelque chose qui va faire partie de notre histoire humaine. C'est pas seulement l'histoire des sciences, c'est carrément une sorte de partenaire, d'enfant que nous avons engendré, et on ne peut pas le tuer, c'est tout. Il est là. Bon, il y a déjà ça. Ensuite, il y a ce qu'on est en train de maîtriser sur la pollution. On est déjà en train d'être capable d'agir de manière très forte sur les équilibres de la Terre. Ça ne fait que commencer. Ensuite, il y a l'énergie. Actuellement, on parlait de cette fusion bore-hydrogène. Bon, eh bien, je vous ai donné l'exemple de la relativité restreinte avec 1905, 40 ans après la bombe atomique. Moi, je dis 2025, 40 ans après, vous aurez des choses qui seront équivalentes.
Donc on va maîtriser des énergies énormes. Alors on pourrait dire, mais donc cette espèce de croissance de l'énergie, depuis l'invention du feu, jusqu'à l'invention de la dynamite, jusqu'à l'invention de la bombe atomique, etc., on a une espèce de croissance de cette énergie. Mais ça signifie quoi? Ça veut dire que l'humanité est en train de se fabriquer de quoi se détruire. Ce serait une bonne idée. Hein. À la fin, on finit par faire une seule bombe, et quand on l'a fait péter, il n'y a plus personne. Bon. Peut-être que le fait d'avoir des énergies aussi importantes, ça a un but, ça a une finalité. Ben moi, je vous réponds simplement, on avait besoin de ces énergies-là pour faire des voyages interstellaires. Et c'est ça la clé des problèmes. Et actuellement, c'est pour ça que le modèle Janus dérange tellement. Parce que dans ce modèle Janus, on a deux univers. On a l'univers positif, puis on a une sorte d'univers parallèle. Dans cet univers parallèle, les distances sont 100 fois plus courtes. Et la vitesse de la lumière est 10 fois plus élevée. On gagne un facteur 1000 sur les temps de voyage. Si on est capable d'inverser la masse, à ce moment-là, on peut envisager des voyages interstellaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'un truc pareil. Et c'est tellement important que dans la dernière bande-dessinée que j'ai faite, qui s'appelle le Métaphysicon, j'ai trouvé le moyen de loger des solutions techniques de ce côté-là, qui sont très précises, un truc comme ça. Et moi, je dis, cette technique d'inversion de masse, on va la maîtriser dans moins d'un siècle, ce qui n'est rien du tout. Un truc comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des retombées négatives? Si on est capable d'inverser la masse d'une particule, on est peut-être aussi capable d'inverser sa charge électrique. Et si on fait ça, on la transforme en antimatière. Et moi, je vous dis, l'avenir de la production d'énergie, c'est la conversion directe de matière en antimatière. C'est une source d'énergie phénoménale. Et je pense que d'autres la maîtrisent déjà. C'est à nous de le faire. Seulement, quand on sait faire une chose pareille, c'est comme de donner une grenade offensive à un gosse de 5 ans. Quoi. Ça implique la responsabilité. C'est effrayant, exactement. C'est pour ça que quelqu'un nous posait tout à l'heure la question qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est la capacité de s'interroger sur les conséquences de ses actes. C'est ça la conscience morale. Hein. Déjà, la conscience morale, elle nous dit arrêtez de détruire votre biotope, sinon vous allez mourir aussi. Puis également, la conscience morale, elle dit arrêtez d'assassiner votre voisin. Quoi. Mais après, il y a aussi développer ces technologies, mais contrôlez-les parce qu'elles vont se retourner contre vous. C'est tout. Donc c'est pour ça que la conscience est apparue, pour servir de contre-réaction à ce phénomène technologique. Et ce phénomène technologique, il permet les voyages interstellaires. Vous voyez. Et ça, c'est le tabou absolu. Or, si le modèle Janus s'impose, le voyage interstellaire, il est livré en prime avec. Voilà. Alors, si ce voyage interstellaire est faisable, vous avez des gens, par exemple, qui évoquent les civilisations de type 1, de type de Michio Kaku. Alors, vous voyez, nous, on est capable de convertir 0,7 grammes de matière en énergie. Puis un jour, on pourra convertir 1 tonne en énergie. Puis après, la masse de la Terre, puis la masse du Soleil. Enfin, voilà, la science-fiction. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire qu'on peut arriver à réaliser des voyages interstellaires avec de l'énergie comparable à ceux d'une bombe atomique, si on veut. Mais c'est rien du tout. C'est un petit pétard à côté, vous voyez. Donc, ces choses-là sont à notre portée. Moi, je pense que technologiquement, on aura cette maîtrise dans moins d'un siècle, qui n'est rien du tout. Alors, à ce moment-là, si cette technique va être à notre portée, on est obligé de se poser une question. Si nous, on va peut-être être capable d'envisager ça, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard d'autres gens qui seraient venus nous voir? Hein? Et là, à ce moment-là, vous avez le tabou. Ah non, c'est pas possible. Non. Ah oui, le phénomène AFNI, c'est le truc on met une couverture en acier dessus, vissée. Il faut pas. Et alors, évidemment, dans le domaine, vous avez toutes les palabres, toutes les conneries possibles, imaginables, des ufologues qui vont parler de ceci, de cela. Non. Le problème, c'est, effectivement, c'est le phénomène clé de notre monde moderne. Et le phénomène clé, c'est notre rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec notre destin de terrien. Notre destin de terrien, ça va être la rencontre avec les autres avec un grand A. Et c'est la finalité. Alors après, on pourrait dire, mais s'il y a des gens qui viennent nous voir, pourquoi ne nous transforment-ils pas en esclavage? Pourquoi ne s'approprient pas nos richesses énergétiques? Mais parce qu'ils s'en foutent. Si vous savez avertir de l'antimatière, qu'est-ce que vous allez foutre du pétrole? Et si vous allez faire des transmutations et fabriquer de l'or à partir de la poussière des chemins, qu'est-ce que vous en avez à foutre du titane ou des métaux rares? Vous voyez, c'est ça qui est incroyable. Dans ce futur technologique, vous avez de l'énergie à gogo et vous avez les matériaux produits à partir des transmutations. Si vous maîtrisez ça, où est le problème? À quoi vous servirait de vous approprier les richesses des autres? Par contre,
il y a une richesse gigantesque que possède la Terre, c'est sa biologie. Si effectivement elle a des centaines de fois plus importantes, la richesse dans ces espèces est 100 fois plus importante, nous sommes le zoo de la galaxie. Il y a peut-être une planète sur 10 000 à qui ça arrive. Donc on est l'objet le plus précieux possible. Simplement, cette richesse qui va de pair avec notre richesse biologique, avec notre richesse linguistique, avec notre richesse, on est capable de faire de la musique. Peut-être que les autres ne savent pas ce que c'est. On a aussi l'esthétique, on a la poésie, on a peut-être des tas de choses comme ça. On a une planète qui est d'une richesse culturelle gigantesque, mais on est des sauvages. On est infréquentables. Apprenons à être fréquentables. Réglons nos problèmes de cours d'école, quoi. Franchement, vous savez, quelle était le peut-être en sortant de la cour d'école, justement, c'est-à-dire en allant explorer le système solaire et l'œil de Sirius. Et devenir une civilisation. C'est Voltaire qui appelait ça l'œil de Sirius. Micro-Végas. Micro-Végas. Micro-Végas, c'était le personnage qui vient de l'étoile Sirius et qui regarde la Terre. Mais essayez de vous prendre de la distance par rapport à la Terre. Et vous regardez ça, tout d'un coup, vous dites, mais ils sont fous, ils n'arrêtent pas de s'entretuer. Mais c'est sûr qu'il faut prendre de la distance par rapport au temps. C'est-à-dire essayer de voir la civilisation par rapport à l'histoire et tout ça. Arrêtez de vous entretuer. Voilà, hein, c'est fou. Simplement, ce qu'on trouve le plus sur la Terre, c'est des cons, quoi. Peut-être que si on va, à un moment donné, au-delà de la Terre, pour explorer l'univers dans lequel on deviendra moins con. Bah déjà, quand je vois par exemple Elon Musk qui veut aller vers Mars, c'est comme un personnage qui habiterait Paris en disant j'ai l'intention d'aller très loin, je vais aller en banlieue. C'est ça. Oui, mais bon, c'est déjà ça. Oui, mais déjà ça, mais c'est rien. C'est grotesque. Mais les gens me disent vous devriez rencontrer Elon Musk. Mais si je rencontrais Elon Musk, écoutez, vous êtes un petit joueur, vos fusées, essayez d'avoir plus d'ambition, voyez plus loin. Alors si on lui dit ça, il serait surpris, parce que pour lui, il a l'impression d'être en extrêmement pointe. Et oui, surtout un Français qui dirait à un Américain, petit joueur. Oui, essayez de vous envoler un peu, c'est un peu au ras des pâquerettes votre projet. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, dire aux jeunes, on est dans une époque qui va muter de manière considérable. Ou alors on se foutrait sur la gueule avec une 3e guerre mondiale bien faite, ou alors de toute manière votre génération verra des changements à échelle cosmique. Un type qui a 20 ans maintenant, il a 40 ans, 50 ans de vie devant lui, il n'y a pas de problème. D'ici 40, 50 ans, la planète ne sera plus la même. Ou elle sera morte, ou elle aura changé. Les choses vont se faire. Et au milieu de ces choses, il y aura une rencontre. Cette rencontre terrifie les pouvoirs, terrifie les religions. Et en fait, qu'est-ce qui gouverne la Terre? Il n'y a qu'un seul mot, c'est la peur. Hein? Cette planète est gouvernée par la peur. Vous revenez aux religions, puisque le message de l'Évangile, c'était « n'ayez pas peur ». Oui, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur de l'autre. C'est terrible. Nos sociétés se vivent dans la peur des autres. Et c'est complètement... C'est en miroir. J'ai peur de toi, tu as peur de moi. On n'en sort pas, quoi. Je crois que l'exemple même, c'est cette guerre de 14-18, la plus stupide qui existe, avec ces pauvres mecs au moment de Noël qui ont fait une partie de foot ensemble. Ben, c'est la preuve qu'il faut bien apprendre du passé et partir du futur. Et vous avez tout, vous avez la fabrique de l'ennemi, vous avez mais les médias menteurs, comme dit ce Belge, c'est énorme. Quand vous ouvrez votre télé, vous avez des océans de mensonges qui arrivent, c'est tout. Ben, changeons cela. Merci beaucoup. Voilà. Au moins c'est dit.